se bagarre dans deux écuries différentes et c'est sûr qu'il n'y a pas de cadeau qui est fait. Heureux ou salut à ceux qui nous rejoignent en direct pour les essais 2. Il reste 8 minutes avant le début. The battle goes on. It can happen, you know. We're humans and we're racing wheel to wheel and those things happen. So yeah, it's going to be still pretty epic end of the year, I'm sure, and there's going to be plenty more of good fights and hopefully I can be in more as well. Alors Bottas espère être opportuniste, Fernando Alonso aussi, même si ça sera dur pour lui d'avoir des podiums à la régulière. Alonso qui a fêté ses 40 ans hier, on l'a déjà évoqué ce matin, et Alonso qui a obtenu le dernier, 97e et dernier podium de sa carrière, ici même en 2014, avec la Ferrari, battue par Daniel Ricciardo, mais il avait résisté au retour d'Hamilton. Improbable malgré ses 5 grands prix consécutifs dans les points, de voir Alonso à la régulière sur un podium avec Alpine cette année. À la régulière, l'Alpine ne monte pas sur le podium, mais on sait jamais, vous savez, on est sur un circuit particulier, il fait très chaud, les pilotes souffrent énormément ici, il peut se passer des choses, des safety cars, quoi que ce soit. Alonso c'est un opportuniste, il y a bien un pilote qui peut monter sur le podium sur un coup un petit peu malheureux pour les autres, c'est Alonso. Fernando Alonso, quadragénaire comme Kimi Raikkonen, et bien on a demandé l'avis des deux plus jeunes du plateau, Norris et Tsunoda, sur ce cap atteint par le champion espagnol. Almost double my age, so yeah, the fair play to him, but it's also like nice for me because I can be in Formula One for 19 more years hopefully. So yeah, I guess that gives us confidence as young drivers, confidence that we can hopefully stay here for a very long time. 20 years difference, I think, or 19. So it's a big one, but yeah, happy birthday. I think what he has achieved in the past is really good, and even now he's scoring a lot of points, and he showed his performance. Even he's not the best maybe condition, but whatever. Yeah, I really respect him, and yeah, I'm still looking forward to it in the future to race with him. Il y a 1 mètre entre le garage de Fernando Alonso et celui de Charles Leclerc où nous avons glissé. Franck, peut-être de l'optimisme, de l'ambition chez Ferrari parce que ce circuit très sinueux peut s'apparenter à Monaco et Bakou où le Monégasque avait réalisé la pole position. Ouais, clairement pour moi la vraie surprise elle peut venir d'ici de la Scuderia Ferrari, des rouges. On sait que Fernando Alonso on y était, mais Charles Leclerc aime bien aussi créer la surprise. On est sur un circuit qui peut lui correspondre tout à fait. N'oubliez pas qu'à Bakou comme à Monaco, comme vous l'avez dit, c'est une voiture qui marchait bien. C'est pas un circuit de moteur, on roule pas à plus de 300 km/h ici, on charge beaucoup la voiture en aéro, on a besoin de beaucoup de vitesse dans les courbes lentes et moyen rapides, donc ouais, je pense que Ferrari a tout à jouer ce week-end. C'est normal, c'est normal. Je mettrai le screen quand ça commencera dans 5 minutes. Donc sur ça il va falloir que je bosse bien demain et ensuite en FP3 pour être prêt pour la qualif, mais en tout cas en parlant de la voiture, c'est sûr que c'est une bonne piste pour la voiture. Après je pense qu'il faut être aussi réaliste, on ne peut pas s'attendre à se battre pour la victoire comme à Silverstone ou pour le podium, même si on voudrait y croire. Mais bon, je pense qu'être devant du midfield, c'est quelque chose de réaliste. Alors le midfield, c'est la bataille du milieu, derrière les deux grosses équipes, notamment Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri. On va évoquer, Franck, on va rentrer dans l'été, juste après ce Grand Prix, ce sera des vacances. On parle beaucoup des sponsors et d'un homme, George Russell, qui devrait être annoncé dans quelques jours, dans quelques semaines, chez Mercedes pour remplacer Valtteri Bottas. Vous verrez une longue interview de George Russell dimanche dans la grille. En voici un extrait, la question était simple, est-ce qu'il se sent prêt à rejoindre une écurie de pointe? I've always believed in myself. And for sure I would have loved to have arrived in F1 and been winning races from my very first race, but you know, these experiences has taught me so much, and you know, I feel more ready than ever to be fighting for victories in World Championships, so yeah, I feel ready. 2 saisons et demie pour l'instant avec la Williams. Franck, il a déjà fait des exploits, notamment en qualif, Russell. Mais est-ce que c'est pas surtout son Grand Prix avec Mercedes en remplacement d'Hamilton à Sakir l'année dernière qui montre qu'il est prêt à passer?
Ouais, clairement, il est prêt, il a envie, c'est un pilote qui est bien construit mentalement, physiquement. Il est anglais également, donc ça plaît bien aussi à Mercedes. Et puis il allait très vite à Sakir, il allait vraiment très vite, il a dépassé toutes ses attentes. Il était devant Bottas, donc clairement l'année prochaine il sera chez Mercedes. On va attendre encore un peu pour l'officialiser parce que pas signé, parce que les gens n'ont pas dit aux autres, etc. Mais il sera dans la voiture l'année prochaine. Ouais, c'est très probable et de cette décision de Mercedes, un peu en domino, on devrait remplir un petit peu les autres écuries, notamment chez Red Bull qui devrait confirmer Pérez aux côtés de Verstappen, Gasly confirmé chez AlphaTauri, et puis il y a l'écurie Alfa Romeo parce que Bottas partant de Mercedes, il pourrait aller chez Alfa Romeo à la place de Kimi Raikkonen, et la deuxième place se jouera entre Giovinazzi, des jeunes pilotes Ferrari et voire même le petit Théo Pourchaire, le français qui brille en F2. Moi je ne change pas mon pronostic d'il y a plusieurs courses, je vois très bien Bottas et Théo Pourchaire dans la voiture l'année prochaine. C'est un avis personnel encore une fois, mais je pense que l'équipe est prête à ça. Pour l'instant ça évolue pas avec les anciens pilotes, on a besoin de 109, on met un Bottas qui a beaucoup d'expérience, un jeune pilote qu'on va prendre sous contrat pour pas cher et puis qu'on va faire évoluer avec un pilote comme Bottas. Moi je trouve que c'est l'équation parfaite. Nous allons écouter les explications de Frédéric Vasseur, où est-ce qu'il en est de son choix de pilote. Et avant l'interview, vous allez voir, ça se chamaille avec une humeur badine avec Mattia Binotto, son homologue de Ferrari. Ah oui, allez, c'est normal. Bon, allez. Là, regarde, la même coupe de cheveux que toi. C'est pas la tienne par contre. Je l'assure que c'est pas la tienne. C'est pas la tienne. Vas-y, mets-la. Reviens. Frédéric Vasseur, toujours un mot pour hier. Oui, la liste elle est facile à faire. Je pense qu'on a à la fois les quelques pilotes qui sont sur le marché en F1, puis des jeunes qui viennent de la F2. Donc c'est à nous de faire notre choix. Maintenant, je reste sur la même stratégie, c'est-à-dire que je pense que c'est bon pour l'équipe de garder une forme de pression et de rapport assez proche entre nous comme on a aujourd'hui pour essayer de progresser, de scorer des points. Et de toute façon, on prendra une décision après la rentrée, pas avant. Donc, Alors à 2 minutes du début de cette séance, Franck, une dernière petite info, quelque chose que vous avez vu dans la voie des stands avant de la quitter? C'est qu'il va manquer une voiture sur le départ de cette deuxième séance. Tsunoda est bien dans le garage, la voiture est encore toute démontée, donc il y a peu de chances qu'il démarre cette séance. C'est encore des mauvais points sur Tsunoda. Attention parce qu'il peut très bien perdre son paquet lui aussi. Allez, Julien et Jacques, on vous laisse la parole pour les commentaires de cette deuxième séance d'essais libres ici dans un Hungaroring surchauffé. Merci Laurent, merci Franck. Le début de cette deuxième séance d'ici quelques instants et un Max Verstappen au travail avec son ingénieur de piste, Allez, c'est parti. Gianpiero Lambiadze. Première pole position en carrière, c'était ici en 2019. Un bon circuit, le petit pouce bleu évidemment qui va bien. Circuit pour la monoplace, mais l'avance ce matin sur la Mercedes était maigre. Peut-être qu'on n'utilise pas le moteur Honda à pleine puissance. On n'utilise pas le Mercedes non plus à pleine mais là on fait puissance peut-être plus attention que d'habitude vu l'accident pour vérifier si le moteur fonctionne bien et ça semble correct. Oui, Franck Montagny nous confirmait il y a quelques minutes que ce moteur avait été démonté durant la pause entre les deux premières séances d'essais libres aujourd'hui. Moteur peut-être simplement inspecté encore plus en détail ou peut-être une petite alerte. Ça peut être des choses assez insignifiantes du moment qu'on les repère assez rapidement et qu'on en prend grand soin et qu'on corrige le problème. Des nuages, quelques nuages orageux. On sait qu'à cette période de l'année, Budapest se gorge d'orage jusqu'en fin de journée avant qu'il n'explose et n'éclate sur le circuit et la région. Rafraîchissent en soirée l'atmosphère. Mais c'est que j'ai encore du retard. Météorologiquement, uniquement, je parle de cette atmosphère. Vous ne parliez pas des deux pilotes? Certainement pas, tout est parfaitement apaisé, tout est dans la sérénité la plus totale entre ces deux-là. Moins que tout à l'heure quand même. Sergio Pérez, lui, ne semble pas inquiet pour son avenir, même si on aimerait qu'il s'inquiète un peu plus de ses chronos, qui tardent à approcher ceux de Verstappen. Oui, et puis à Silverstone, il a manqué à l'appel. Parce qu'une fois Verstappen dehors, il a pénalité Hamilton et il fallait que Verstappen soit là devant Hamilton. Pérez. C'est important. Début de week-end pour Kimi Raikkonen, qui est le premier. Ce mélange, notre ami Jacques. Robert Kubica ce matin, sa monoplace. Je pense qu'on lui avait demandé de laisser ça. Gentiment, mais on lui avait demandé. Ah oui, si Pérez n'avait pas foiré sa cave sprint, du coup il aurait pu jouer la victoire contre Hamilton. Mais là il était inutile. Il a le choix de continuer ou non en Formule 1 et que c'est à lui que revient le choix de poursuivre ou non. J'ai pas l'impression quand on écoute Frédéric Vasseur que ce soit exactement le point de vue du patron français. Mais
En tout cas, les mots de Kimi Räikkönen sont ceux-ci. Je choisirais ou non de poursuivre en Formule 1. Peut-être qu'il fait un peu de forcing aussi. Peut-être. Il a l'appui du propriétaire. L'actionnaire de Sauber. Même si ce n'est pas l'appui de Fred Vasseur. Alors les noms qui circulent en ce moment autour de ces volants, que ce soit chez Alfa Romeo ou chez Williams. Kimi jusqu'à 50 ans, il sera en Formule 1 en fait. Et Räikkönen, mais sur la liste, d'anciens pilotes, pas si anciens, mais un pilote comme Nico Hülkenberg pourrait être intéressant. Alex Albon reste un pilote qui est lié à Red Bull pour l'instant, mais qui pourrait se retrouver sur le marché également. Les jeunes, on a parlé de Théo Pourchaire bien sûr, et aujourd'hui aussi Valtteri Bottas, qui pourrait, après son éviction chez Mercedes, hériter soit d'un volant chez Alfa Romeo, soit chez Williams. Et chez Williams, on parle de Nick De Vries, de Stoffel Van Dorn, des pilotes qui ont soit connu la Formule 1 comme Van Dorn, soit qui n'en ont pas été très loin, dans le cas de Nick De Vries. J'ai du mal à imaginer Van Dorn revenir parce que sa période Formule 1 n'a pas été très positive. Oui, mais il faut voir dans quelles conditions aussi, Jacques. Période très compliquée pour McLaren. Pour lui, effectivement, dur à gérer avec Alonso à ses côtés, mais ça, c'était à lui de prendre la mesure de Fernando Alonso. Mais dans une période où Honda était encore au plus mal. Ouais, mais il n'était pas à la hauteur à ce moment-là, malheureusement. Il a eu sa chance. J'aurais plus de facilité à imaginer De Vries. Ah oui, on verra. Nicolas Latifi semble assuré de garder sa position dans l'écurie Williams. Il finance l'écurie. Une grande partie de l'écurie, absolument. Reste à savoir s'il sera associé à Valtteri Bottas ou à un autre pilote. Nico Hülkenberg est également sur la liste de Jost Capito, le patron de l'équipe Williams. Leclerc, premier tour rapide, il s'est concentré ce matin, Charles Leclerc, sur de la gomme dure dans un premier temps, avant de passer un peu plus tard à de la gomme rouge et de terminer sa séance gomme dure. Carlos Sainz chez Ferrari est le seul des deux à avoir utilisé de la gomme jaune, et d'ailleurs dans le top 8 des pilotes, Carlos Sainz est le seul à avoir utilisé de la gomme jaune ce matin. Ni les pilotes Red Bull ni les pilotes Mercedes n'ont utilisé cette gomme médium. Ouais, c'était un bon chrono pour Sainz ce matin. Dernièrement, ça se passe plutôt bien pour lui, mais lorsqu'il y a un gros coup à faire, c'est normalement Leclerc, comme la pole position à Monaco, la presque victoire à Silverstone. Alors, la pole position d'un Leclerc au Hungaroring, ça y est, elle est déjà assurée, mais c'est celle d'Arthur, le petit frère de Charles Leclerc. Si vous avez suivi, j'espère que vous avez suivi la séance de qualification F3 il y a quelques minutes avec Antoine Nerlot et Pierre Combeau aux commentaires, eh bien, c'est Arthur Leclerc qui a signé le meilleur temps des qualifications et qui partira dimanche en pole position de la course qui rapporte le plus de points. Bravo à lui pour cette première pole en F3. Assurément, Charles devait observer de sa chambre dans le motorhome Ferrari les prestations de son petit frère. Valtteri Bottas qui se dit prêt à changer complètement d'état d'esprit si jamais sa carrière doit prendre une tournure différente de celle qu'il connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire être pilote d'un top team. Il l'aura été depuis 2017 chez Mercedes, prêt à modifier son approche. Oui, ça semble vouloir dire qu'il veut continuer en Formule 1 et qu'il sera prêt à considérer d'être un leader dans une autre équipe de plus petit calibre. Beaucoup de vis pour Bottas là. Ouais, ça veut dire qu'il n'essaye pas d'être un leader chez Mercedes. En tout cas, il n'y parvient pas. Beaucoup de corrections violentes au volant pour Valtteri Bottas, qui ne l'empêche pas de signer un meilleur temps provisoire en 1.18.3. Ouais, par contre, le train arrière est glissé beaucoup en fin de tour, donc les gommes arrière qui étaient à la limite de la surchauffe déjà. Hamilton qui veut se dégager de l'espace, qui est en fin de tour, en tout cas dans le troisième secteur maintenant. Un tour de chauffe. Voie des stands assez étroite, c'est 60 km/h la vitesse au Hungaroring dans la voie des stands et non pas 80. Position légèrement en biais des arrêts au stand. Vous voyez les marques au sol légèrement en biais pour faciliter l'entrée et l'insertion de la voiture sur la zone d'arrêt. Est-ce que c'était Williams qui avait été les premiers? Maintenant, je ne sais pas. Tout le monde des copies, pour que ça soit il y a plus forcément facile. eu Alors, un instigateur de ce mouvement et les autres se sont dit, ah tiens. Ouais, c'est plus facile pour s'arrêter s'il ne faut pas remettre d'angle. Par contre, après repartir en faisant patinant des pneus, se mettant un peu en travers, l'angle ne dérange pas, donc logique de rentrer avec un léger travers.
l'optimisation des places d'arrêt. The tape which is coming loose on the back now on the side pod. Ouais, le petit scotch et le petit ruban adhésif qui commence à se balader sur l'une des entrées d'air, semble-t-il. Ouais, sur les pontons. Sur les pontons d'Esteban Ocon, le Français qui rentre au stand, et on va certainement récupérer. Voilà, c'était au-dessus. Il y a un mécanicien qui est rapidement intervenu. Voilà, il l'enlève. Ah oui, c'est l'un des scotch qui marque la séparation entre deux éléments du capot moteur pour permettre à l'air de mieux glisser et de ne pas trop buter sur la jonction. Voyons Charles Leclerc au premier virage. Oh oui, beau blocage. Ouais, je crois qu'il est trop allumé sa gomme. Ça peut sembler anodin, un scotch, mais aérodynamiquement, ça a un effet très néfaste. Un scotch qui balade. Oui, bien sûr. Une roue avant droite pas trop marquée pour Charles Leclerc. On parlait de roue, et notamment dans l'incident Verstappen-Hamilton, c'est la jante principalement de Lewis Hamilton, jante avant gauche, qui a été malmenée et qui était endommagée. Et le drapeau rouge provoqué par cet accident a sauvé la course d'Hamilton, car les responsables de Mercedes l'ont confié, s'il n'y avait pas eu de drapeau rouge, on aurait été contraint d'abandonner. Alors que bien, cet arrêt au stand permettait, sous drapeau rouge, de changer certains éléments. Ils ont réparé le capteur de température d'aileron avant qui se baladait, qui étonnamment était la seule pièce endommagée de l'aileron avant après ce contact entre les deux voitures, mais c'est vraiment la jante de Lewis Hamilton avant gauche qui a cédé, qui aurait pu amener à une crevaison. Jante cassée et crevaison dans un premier tour de course, ça ne donne jamais un très bon résultat normalement. Et là, ce drapeau rouge lui a donné une occasion de s'en sortir. Comme à Imola. La tartine du bon côté. Ouais. La tartine de Franck Montagny. Oui, ou alors il n'a aucune confiture et donc ce n'est pas grave quel côté elle est. C'est toujours bon. Mais c'est plus du jeu là, c'est une pièce c'est comme ça. À deux faces. Il joue à face ou face. C'est ça, il ne perd jamais. Les premiers tours inscrits dans cette séance voient pour l'instant Bottas devancer Verstappen de 2 dixièmes. Ici la sortie du virage 4 tout en appui. Un peu plus loin ici Max Verstappen au virage numéro 11, qui est l'un des virages surveillés ce week-end par la FIA. Et il était à la limite, je crois, Verstappen. C'est la ligne blanche qui... Oui. Oui, c'est la ligne blanche. Virage observé ce week-end par la FIA, virage numéro 4, là où est sorti tout à l'heure Yuki Tsunoda. Là, au virage numéro 4, c'est le vibreur qui fait office de limite de piste. Les roues doivent rester sur le vibreur rouge et blanc. Et ensuite, virage numéro 11. Le vibreur également, je vous ai dit la ligne blanche, pardon, c'est bien le vibreur sur lequel il faut rester. Et pour le virage numéro 12, même chose. Les roues doivent rester toujours en contact avec le vibreur blanc et rouge. On est avec vous, Franck Montagny, sur la voie des stands, non loin de chez Aston Martin, semble-t-il. La voie des stands, j'aimerais beaucoup y être, mon cher Julien. On est juste à côté, on est reclus dans un petit tunnel. On tord la tête pour y voir quelque chose, mais c'est déjà sympa. Avec ici l'Aston Martin, sur votre droite c'est Alpine. Et puis il y a différentes petites choses sur ce muret des stands qu'on peut observer. Alors ici vous avez le panneau d'Esteban Ocon. Vous voyez avec le bleu, blanc, rouge, ça c'est son panneau. C'est ce qui permet, si on n'a plus de radio dans la voiture, d'avoir toujours les informations. Sur votre gauche ici, vous avez un homme avec un petit gilet. Lui c'est le radar. Ça permet tout simplement de mesurer toutes les vitesses. Puis alors c'est pas compliqué, c'est pas comme sur la route chez nous. Lui il est en orange fluo au milieu de la pit lane, vous le voyez bien, il n'y a pas de problème, vous savez que le radar il est là. Et puis vous avez là-bas au niveau de Daniel Ricciardo, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a les deux, on a Lando Norris en jaune fluo, Daniel en orange. Tout en haut on a le temps de référence qui est pour l'instant 18.3 si je ne me trompe pas, et que c'est les deux mêmes panneaux, ça veut dire que c'est le meilleur temps. En dessous, à la
troisième ligne, on a sa position, P11 pour l'instant, et le lap 4, le L4, c'est le nombre de tours qu'il lui reste à faire. On part pour 4 tours, on va lui passer à chaque fois qu'il passe, on va enlever un tour, lap 3, lap 2, et la ligne du milieu, ou peut-être la P11 quand on est en course, eh bien on va lui donner des informations, plus ou moins de retard avec le coéquipier, enfin avec la personne qui est devant ou derrière, et puis également on peut lui passer des informations techniques, c'est-à-dire de changer des réglages sur le volant. Ça c'est des codes, vous passez pas mal de temps en briefing pour parler de ça, et ce qui permet tout simplement de pouvoir continuer à discuter avec le pilote alors que vous êtes complètement isolé avec la radio. Merci Franck pour ces explications. Et oui, c'est toujours bien un 18-3 la référence de Valtteri Bottas, même si Verstappen est en train d'améliorer, mais pour l'instant un 10e de retard. A-t-il conservé stratégiquement son capital pneumatique pour ces derniers très sollicitants virages 13, virage 14 maintenant. Mais c'est aussi son deuxième tour chrono sur cette gomme, et Perez a su se rapprocher maintenant sur cette gomme médium par rapport à ce matin, vu que Perez prend aussi le record, et c'est proche là. Il améliore tous ses partiels sur un deuxième tour, Verstappen. Il revient à 46 millièmes de Valtteri Bottas. Sainz 11e, on le voit sur cette caméra embarquée, Jacques, les pilotes qui ne jouent pas trop avec les limites du circuit, parce qu'à chaque virage il y a cette bande de pelouse synthétique, le fameux AstroTurf, et ça les pénalise beaucoup, donc on voit qu'ils ne jouent pas trop avec ces limites. Non, elle glisse un peu cette bande AstroTurf, donc ils ne veulent pas se faire attraper, perdre un chrono et partir à la faute non plus, parce qu'elle est aussi poussiéreuse. La fin du tour de Lando Norris, alors que vous le voyez sur la gauche de l'écran, tout en bas, Tsunoda n'a toujours pas roulé. Franck Montagny vous donnait l'information il y a quelques minutes. Il va y avoir du retard à l'allumage pour le japonais, sorti de la piste au virage 4 à une douzaine de minutes de la fin de la séance de FP1 tout à l'heure. Non, le choc n'était pas énorme, les dégâts ne semblaient pas gros, mais le train arrière était plié, donc mauvais angle de frappe. Et Giovinazzi, lui qui avait connu pas mal de soucis ce matin, entame de manière plus normale son programme cet après-midi. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Frédéric Vasseur, de réécouter Frédéric Vasseur, le français patron de l'écurie Alfa Romeo, revient sur la situation de la matinée de son écurie. Inutile, je n'irai pas jusque là, mais pas difficile pour l'équipe parce qu'Antonio n'a pas fait un tour. On a eu le problème dans l'install lab, ce qui fait que on a quand même essayé de lui faire 4 km, mais on n'en apprendra rien. Et Robert qui vient une fois tous les 4 courses faire la FP1, c'est sûr que c'est pas une situation facile. Maintenant avec Robert, je pense qu'il a quand même un très bon feedback technique, il a toujours eu, et il va nous aider pour la FP2, mais on part avec un peu de retard pour le week-end. Vous en êtes où dans votre réflexion pour l'avenir? De plus en plus des noms surgissent comme des candidats potentiels pour vous rejoindre. En termes de pilote ou... Ouais. Ah bah ou de vôtre peut-être. Oui, la liste elle est facile à faire. Je pense qu'on a à la fois les quelques pilotes qui sont sur le marché en F1, puis des jeunes qui viennent de la F2, donc c'est à nous de faire notre choix. Maintenant je reste sur la même stratégie, c'est-à-dire que je pense que c'est bon pour l'équipe de garder une forme de pression et de rapport assez proche entre nous comme on a aujourd'hui pour essayer de progresser, de scorer des points, et de toute façon on prendra une décision après la rentrée, pas avant. Donc, Pas avant la rentrée, l'annonce du duo de pilotes définitifs chez Mercedes sera probablement connue également au moment de la rentrée, et la validation définitive faite et annoncée aux pilotes concernés durant cette trêve estivale qui débutera au soir de ce Grand Prix. 11e rendez-vous de la saison sur les 23 Grands Prix pour l'instant programmés. 5e temps de Pierre Gasly. Deuxième tour sur la gomme aussi. Oui. Troisième tour sur la gomme. Travail médium sur la gomme médium pour la plupart des pilotes en ce moment. Ah, cette gomme jaune tient bien, elle est performante et elle ne s'use pas trop. Les pilotes qui ne partiront pas tous en vacances au même moment, à l'image de George Russell qui, comme on vous l'annonçait ce matin, sera au volant de la Mercedes
peut-être l'année prochaine, mais en attendant l'année prochaine, au volant de la Mercedes de cette année pour les tests Pirelli qui se dérouleront mardi et mercredi prochain. Trêve estivale qui oblige les écuries à fermer leurs usines 14 jours consécutivement, uniquement pour de la maintenance. L'usine peut rester ouverte, mais les ordinateurs professionnels, les infrastructures ne peuvent plus être utilisés pendant 14 jours consécutivement durant ce break estival. Et les ingénieurs doivent arrêter de réfléchir pendant 2 semaines. Plus difficile à contrôler. Ce qui est pur, c'est de se remettre à réfléchir quand on a arrêté aussi longtemps. Oui. Il faut rallumer le cerveau. Est-ce que vous pensez que ce break, Jacques, fera du bien à Daniel Ricciardo et c'est enfin une période pour vraiment se poser, analyser, se remettre en question aussi d'ailleurs? Ça fait un moment qu'il se remet en question là. Oui, en plein tour de saison, on y arrive. Ouais, mais ça dépend. Là, il a dit que son pays natal, l'Australie, lui manquait et il n'ira pas en Australie pendant ces 2 semaines. Donc ça ne devrait pas l'aider énormément. Il retournera chez lui comme il fait à chaque fois, ou il ira en vacances quelque part. Bien plus facile de partir en vacances quand les choses vont bien. Oh oui, on en profite plus des vacances. Oui. Plutôt que de remanier tout, d'y penser du matin au soir, et généralement c'est plus épuisant qu'autre chose. Alors on suit simultanément Daniel Ricciardo en grand écran, en petite fenêtre, Carlos Sainz pour l'instant à la 12e position, mais qui est en train d'améliorer sa marque et qui devrait remonter dans le classement. L'Espagnol, une position sur Daniel Ricciardo. Il y a des combats à distance. Mais Sainz c'est en gomme dure. Sainz sur la gomme blanche, gomme dure. Différent des autres pilotes en piste maintenant, donc c'est plutôt intéressant comme chrono pour Sainz avec cette gomme dure. Carlos Sainz qui avait effectué le travail de la gomme médium ce matin et qui découvre donc cet après-midi la gomme dure. How is the balance? First lap, I'm still struggling with the same things. Okay, understood. Ouais, Verstappen qui répond à son ingénieur sur l'équilibre de la voiture. Je souffre toujours des mêmes problèmes sans les nommer pour ne pas donner d'informations à la concurrence. On a tenté de rectifier légèrement le tir, mais ça ne fonctionne pas. Perez sur un 3e tour en amélioration. Alonso qui a amélioré son chrono aussi sur un 3e chrono. Donc vraiment c'est surprenant ces gommes jaunes. Avec des températures toujours très élevées. On l'a dit, 62 degrés maintenant au sol. On avait atteint les 58 degrés lors de la première séance, fin de première séance. 62 degrés maintenant au sol. C'est là qu'il vaut mieux marcher avec des chaussures bien épaisses. Vous n'iriez pas à marcher sur cette piste avec vos gougounes, Jacques? Ah non, pas en gougoune, elles fondraient, les pauvres. Vous nous expliquez ce que sont que les gougounes au Québec? Des gougounes. Des tongs. Voilà. Des gougounes. Des flip-flaps. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Parce que quand on marche dans l'eau, ça fait flip-flap. Avec. Vous pensez vraiment que c'est pas... Je crois que ça vient de là. Non, même si vous marchez sur du... Non, quand on oui, ça fait flip-flap, oui. Voilà, c'est ça. Sauf les experts qui, eux, savent bien marcher avec leurs gougounes et ne font pas de bruit. Il faudrait nous expliquer pourquoi au Québec on appelle ça des gougounes. Oui, non, j'y arrive pas là. Ne cherchez pas. J'y pense depuis tout à l'heure. Ne cherchez pas. 9e temps pour George Russell. Ah, c'est la place de cette voiture, hein, le samedi, nous dit-il. 9e, c'est ce qu'on peut espérer de mieux le samedi. Et Sébastien Vettel, record de premier secteur en 28-2. Premier à passer la gomme rouge cet après-midi. Et dans le chrono de Bottas dans le 2e secteur. Petit ajustement d'équilibre de frein avant d'entaquer les 2 derniers virages. Et s'assouvir à la fin du virage à l'entrée. De la patience en milieu de ce dernier virage pour essayer de bien gérer la reprise de gaz. Et un 2e temps pour Sébastien Vettel, le premier sur cette gomme rouge, vous l'avez dit Jacques, à 88 millième de Lewis Hamilton, une 18-228.
20 millièmes de mieux que Valtteri Bottas derrière lui. Latifi 12e au même moment. Et regardez la position tout en travers de la voiture de Lewis Hamilton, pardon, dans le garage Mercedes pour mieux sortir. Ouais, il a la porte du garage tout proche de l'aileron avant. Moins d'angle pour sortir dans cette voie des stands serrée. Et Stroll, record du premier secteur avec un bon deuxième secteur. Il est dans les chronos de son coéquipier à la fin du deuxième secteur. Les comparaisons d'acquisition de données entre Hamilton et Verstappen nous montrent les phases de freinage un peu plus tardif pour Hamilton qui freine à 124 mètres du point de corde contre 130 à Max Verstappen avec une vitesse d'approche de km/h supérieure à celle du néerlandais. Une décélération légèrement plus forte, plus tardive et plus forte pour Hamilton. On est là sur le freinage du virage numéro 1. C'est le plus gros freinage du circuit. Il est légèrement en descente aussi. Passera-t-il au premier virage? Je pense que cet accident ne les inhibera pas et qu'ils sauront aller à la bataille s'il le faut, encore et toujours, et cette bataille n'est pas finie. Où viendra se positionner sur cette grille de départ Charles Leclerc? Où viendra se positionner... Ah, si c'est toujours un peu pénible, hein, ces EL2, après un bon week-end, globalement... avec la digestion en plus et tout, on a l'impression qu'on s'endort, quoi. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, ceux qui sont là, à vous abonner à la chaîne, évidemment. Pour l'instant, Hamilton devant Vettel, Bottas et Stroll. Verstappen 5e. Fait le point justement après ce week-end de Silverstone. C'est bien de voir que sur un circuit comme Silverstone qui est très difficile, on a eu une bonne race pace. C'est vrai, on est arrivé deuxième, on aurait pu gagner. Je crois que cela est possible seulement si devant quelque chose se passe. Donc il y a eu l'accident du premier tour. Autrement, il y a encore des voitures qui sont plus vite que nous. Mais on a été tout juste derrière. Donc je crois que il faut qu'on en profite dans ces cas-là. Être juste derrière, c'est de rien, Tom. Sorte, encore une fois, une voiture, une équipe qui s'est améliorée et qui est en train de, je crois, d'exploiter au mieux le potentiel qu'on a. Assez lucide et limpide dans ses propos, Mattia Binotto, qui depuis un moment déjà assure que la 3e place au championnat n'est pas la priorité de la Scuderia et que les efforts sont véritablement portés aujourd'hui sur 2022. La Scuderia à l'heure actuelle à la 4e position de ce classement derrière McLaren, à 15 points derrière McLaren qui s'en tient à courte distance. Mick Schumacher, lui, son avenir, n'est pas encore parfaitement dessiné, mais la tendance voudrait, comme on vous le faisait savoir il y a déjà un moment de cela, qu'il demeure chez Haas la saison prochaine. C'est un contrat tripartite, a confirmé Günther Steiner. Mick Schumacher, Haas et Ferrari, qui évidemment a son mot à dire, mais dans la logique des choses, Mick Schumacher devrait rester sous les ordres de Günther Steiner. Et il est en préparation, il est là pour être entraîné. Ferrari qui garde un œil sur lui pour savoir s'il aura le niveau pour suivre dans les traces de son père chez Ferrari plus tard. Et je vais sans doute vous faire tomber de votre fauteuil, Jacques, et vous ne vous attendez pas. Tenez-vous bien, Günther Steiner l'a assuré, Nikita Mazepin sera toujours pilote Haas l'année prochaine. Ah bah, et ça c'est sûr qu'il a marqué l'équipe. Ça c'est signé. Il a marqué de son Oh là là, quelle surprise. Qu'il signe à l'équipe. Quelle surprise colossale. Je crois que c'est digital maintenant, je pense des chèques. D'accord. Oui. Bon, l'empreinte digitale. L'empreinte digitale, très bien. Nikita Mazepin confirmé donc par Günther Steiner, même si ça n'a pas été officialisé. Günther Steiner lui-même l'a dit, c'est fini, c'est signé, c'est fait. Et pour fêter ça, profitons d'un tour en audio up avec Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes gomme rouge. C'est parti.
Et Bottas meilleur tour. Pilote, et regardez, Oui, Hamilton, Bottas. qui en perd Et dans les deux Hamilton premiers secteurs, juste et derrière. refait la différence à chaque fois dans le dernier secteur. Les deux Mercedes qui ont haussé leur rythme de jeu en chaussant la gomme rouge. Bottas, meilleur temps en 17,012. Deuxième temps d'Hamilton à 27 millième. 17,039 et un record de dernier secteur pour le Britannique. Et Ocon a peine moins de 8 dixièmes de Bottas, c'est pas mal. Les temps de la matinée déjà effacés, déjà battus avec une amélioration d'une demi-seconde. Et le travail qui est loin d'être terminé sur la voiture de Yuki Tsunoda. Beaucoup d'agitation et de présence. Eh ben oui, parce qu'on le rappelle, il s'est craché ce matin en UL1, enfin ce midi. À Yuki Tsunoda de prendre la piste sans trop tarder. Il va, à n'en pas douter, rater au moins la moitié de cette deuxième séance d'essai libre. Dommage de gâcher ce temps de piste. Alors, autre point sur lequel je ne vous ai pas interrogé, Jacques, le format du week-end que l'on a vécu à Silverstone, ce format qualification sprint, est-ce que le format global du week-end vous a satisfait? On a évidemment senti une animation du vendredi beaucoup plus importante, un samedi matin, alors que là, on a eu du mal à comprendre, intraduisible, incompréhensible, puisqu'on ne connaissait pas les niveaux d'essence et que certaines équipes travaillaient pour le samedi après-midi, d'autres pour le dimanche. Et globalement, qu'avez-vous pensé de ce format de week-end, Jacques? C'était très sympa parce qu'on avait quelque chose d'intéressant le vendredi. Oui. Il y a quelques ajustements nécessaires, je crois, mais ça nous a donné une course courte. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, même s'il n'y a pas eu beaucoup de dépassements. C'était sympa le vendredi. Les équipes, les pilotes qui ont pu commencer à comprendre les gommes. Et ça a eu un effet sur la course du dimanche, puisque les stratégies n'étaient pas imposées par qui a été le plus vite le vendredi. Vous ramèneriez ça à la Q3 du vendredi? Oui, et puis le samedi on peut appeler ça la pré-course à la limite, ou l'entrée. La pré-finale, comme en karting. Voilà. Donc ça serait bien. Et pourquoi garder le parc fermé dans ce cas-là? Vous feriez sauter complètement le parc fermé. Oui, il n'est plus nécessaire maintenant qu'il y a les budgets limités de toute façon. Salut Ryuga. On pourrait le vendredi se concentrer purement sur les réglages de qualification. Le samedi matin, travailler un peu la course. Et après la première course, rectifier le tir pour la course du dimanche. Ça serait très intéressant. Merci pour cette analyse et en tout cas votre avis, ce sentiment sur ce format qualification sprint que l'on revivra au Grand Prix d'Italie à Monza. Ce sera le troisième de la triplette des Grands Prix que nous vivrons à la rentrée après cette pause estivale. 3 Grands Prix ô combien intéressants. Belgique pour ce qu'il a à nous offrir de merveilleux en termes de tracé. Zandvoort pour l'arrivée au calendrier du Grand Prix des Pays-Bas, le retour du Grand Prix des Pays-Bas au calendrier devant la marée orange qui attendra Max Verstappen. Et puis Monza, 3e Grand Prix en 3 semaines sur lequel nous vivrons de nouveau ce format qualification sprint. D'ailleurs, il semblerait qu'en Belgique, les tongs ne fassent pas le même bruit qu'ailleurs, puisque là-bas, ça s'appelle des slash. Je regarde les grands événements de foot, c'est-à-dire Coupe du Monde et Euro. Sinon, je regarde rien d'autre. La manière dont on l'entend. À part, sport auto, quoi. Genre Formule 1, IndyCar, des fois. Mais le reste des sports, j'avoue que je suis pas fan. Je m'intéresse pas trop au reste. Ce qui claque bien, c'est les rapports de vitesse de Verstappen à la descente. Ça descend en cascade. On avait l'impression d'écouter une voiture électrique. Là, on n'entendait pas le moteur, on entendait la turbine, la partie électrique et tous les autres bruits qui viennent perturber la monoplace. Turbo, hein. Ouais. Et ce n'est pas un tour exceptionnel. Bon dernier secteur, mais très mauvais premier secteur même. Et en 10e de perdu. En 28-1, Max Verstappen dans son premier secteur, c'est vrai qu'il en concède rien que sur ce premier partiel beaucoup à Valtteri Bottas qui lui tourne en 27-8. Norris un peu large mais sans que ça le perturbe. Ah, ça bug, au secours. Et ce décrochage du train avant et le sur-virage, ce sont les roues arrière qui s'échappent et qui peuvent conduire jusqu'au tête à queue. Voilà, sur c'est que ça tourne trop et sous c'est que ça tourne pas assez. Voilà.
Passage au stand, gomme de démonstration et de transport. Hein. Les pneus que vous voyez sur la voiture de Max Verstappen sont des pneus qui n'ont pas le droit de prendre la piste, qui sont uniquement utilisés pour transporter les voitures. Pour faire le beau. Et vous savez aussi pourquoi on met ces pneus de démonstration sur les voitures pour lorsqu'on les transporte, Jacques? Bien tout simplement pour que la technologie du pneumatique ne soit pas volée dans un aéroport ou ailleurs, dans un camion. Si jamais une voiture ou un camion devait être forcé, que la technologie de ces pneus ne puisse pas échapper à Pirelli. Donc ce sont des pneus qui ont la forme, les couleurs d'un pneu de Formule 1, mais qui, sous la couche de gomme, n'ont absolument pas la structure et les composés du pneumatique qui roule sur la piste, parce que c'est une technologie brevetée, déposée, et qu'elle ne peut pas circuler librement. Alors les voitures, lorsqu'elles voyagent d'un pays à l'autre, d'une usine à un circuit de Formule 1, restent sous haute garde et sous haute protection, mais Pirelli ne livre sa technologie que sur les circuits. Mais qui voudrait la technologie de Pirelli d'un côté? Ah oui, il les loue à Pirelli, il les loue, mais les pneumatiques restent systématiquement la propriété du manufacturier et sont ainsi rendus, dans un premier temps électroniquement, même lorsque le pneu est encore dans le garage. Le fait de scanner le pneu, ça le retire du quota, et ensuite physiquement ramené au camion Pirelli. Il paraît que ça devient ensuite des sortes de pelouses, pas des pelouses, mais des surfaces synthétiques dans les parcs et les jardins pour enfants. C'est pour pas qu'ils se fassent mal quand ils tombent des toboggans. Les pneumatiques, oui. De course. Ah bah ils sont découpés, broyés, remélangés. La technologie. Mais non, mais parce qu'après ils sont mélangés à d'autres choses. L'adhérence que ces enfants ont dans le parc. Ah bah une descente de toboggan, si vous arrivez sur les bonnes baskets, c'est l'arrêt buffet en bas du toboggan. Ça peut chauffer vite. Ah bah il faut pas surchauffer les chaussures en bas du toboggan. Le problème, c'est ou les fesses. C'est surtout quand ils veulent remonter le toboggan par le toboggan qui pose problème. Oui. Mais oui, c'est recyclé après, effectivement. C'est détruit, broyé, mélangé à des substances qui ne permettent plus d'analyser la qualité de la gomme. Et ensuite, eh bien, c'est recyclé, entre autres. Et donc, ça fait des green park. Ça fait des green park. Avec de la gomme. Avec de la gomme, exactement. Mais au moins, vos enfants, quand ils tombent de la balançoire, se font moins mal grâce à Pirelli. C'est bien, il n'y a que Pirelli qui fait ça? Mais non, il y a plein d'autres manufacturiers et pas que des pneus de Formule 1. Voilà, vous pouvez choisir votre parc. Ça se trouve en bas de chez vous. Je vais être dans le parc Pirelli. Là il pleut, je préfère le parc. Je ne veux tomber que sur de la gomme Pirelli. Ouh, c'était très très limite. On parlait de survirage. Voilà, là il y avait un gros survirage. Le train arrière décroche. Ça c'est trop. C'est beaucoup trop. Et certains pilotes... Buté de contre-braquage, quand même, un volant. Complètement, oui. Et certains pilotes préfèrent le sous-virage et d'autres le sur-virage. Il y a un confort avec le sous-virage, mais c'est moins compétitif. Donc les plus grands, généralement, acceptent préfèrent une voiture très neutre et sont capables d'accepter un léger sur-virage. Qui ne veut pas dire se mettre en travers, qui veut juste dire que le train arrière est léger et pivote seul. Perez se plaint de vibrations sur son train de pneus. On sait aussi que les pneus sont équilibrés chez Pirelli avec des petits poids de quelques milligrammes sur la jante. On colle ces petites pastilles sur l'intérieur des jantes pour faire un équilibrage du pneu, mais il arrive parfois que malgré la bonne technologie des machines qui permettent l'équilibrage des pneus, eh bien, les pilotes aient des vibrations. Salut Johan. Numéro 9, oui, pareil, gros survirage, le pneu n'a plus la force de tenir la voiture, trop chaud. Il y a l'arrière qui surchauffe et monte en pression et ensuite glisse. Et il s'est fait une petite frayeur là, Lewis Hamilton. Alors, on est à l'ajustement de l'aileron arrière chez Max Verstappen. On corrige le sous-virage par un aileron arrière qu'on débraque. Que peut-on faire? Parce que là, il y a vraiment un travail fait là-bas. Déjà, ça dépend si le manque d'équilibre de la monoplace était dans tous les virages ou seulement dans les virages vides, dans les virages lents, en freinage et en entrée de virage. Donc ça peut avoir une influence sur comment utiliser l'aileron arrière.
Je crois qu'il est en pneu rouge hein, actuellement. Enfin, là, il est au stand du coup, mais il a fait son temps en rouge. Un peu moins de 22 minutes de la fin de cette séance. On suit ici Sébastien Vettel. Et la gomme rouge qui semble tenir. Bah oui, pas de blocage aujourd'hui. Ça, ce sont les conditions idéales pour comprendre et s'assurer qu'elles tiennent bien, vu les conditions de piste en termes de chaleur, de grippe. Et Verstappen aussi était en rouge quand il a fait son meilleur temps. Mais là, les 6 premiers sont dans les stands. Des chronos faits en gomme neuve, donc ça reste un chrono acceptable pour une simulation de Grand Prix. Eh bien, Tsunoda s'est crashé en EL1, donc du coup ils sont en train de réparer la voiture. Celui qu'il faut suivre en simulation de Grand Prix, c'est tout Russell, simplement. C'est des pilotes sur la grille qui perdent le plus entre le tour qualif et le tour version course. C'est une voiture qui est, d'ailleurs il rentre au puits, c'est une voiture qui est peut-être un peu moins chargée et donc il tape dans sa gomme. Grosse attaque en entrée de stand, hein, au-dessus des vibreurs. Ouais. Ouais, il aura peut-être le temps de faire quelques tours, mais bon, c'est pas gagné. Hein. Il reste 19 minutes, donc... Et immédiatement, il repart, il délaisse sa gomme rouge pour la gomme médium. George Russell. George Russell qui reçoit beaucoup de compliments, hein, c'est vrai, depuis son arrivée en Formule 1, mais pas seulement. Son patron Toto Wolff reste prudent, notamment sur certains domaines dans lesquels il estime que bien George Russell peut encore s'améliorer, notamment dans le garage. Toto Wolff dit qu'il commet encore trop d'erreurs dans ses choix avec ses ingénieurs, dans son approche au cœur du garage Williams. Tout n'est pas parfait et ça nous revient aux oreilles. C'est-à-dire dans le garage, c'est pas lui qui gère le garage. Non, mais dans le garage, je veux dire quand il n'est pas en piste. En piste, il est plutôt brillant, il faut le reconnaître. Mais dans certains choix techniques, peut-être dans les échanges, veut-il dire, Toto Wolff avec ses ingénieurs, dans les orientations que Russell peut proposer à ses ingénieurs, peut-être n'est-il pas encore assez pertinent au goût des ingés et de Toto Wolff. En tout cas, pression maintenue sur lui. Oui, donc cela voudrait dire que le choix de le mettre chez Mercedes n'est peut-être pas pris. Mais s'il est pris. Ah, vous pensez qu'il est pris? Oui. 2 British dans la... Oh, mais vraiment, on réfléchit à l'international, Jacques, c'est pas grave, ça leur empêchera pas de vendre des voitures ailleurs qu'en Bretagne. Vous êtes 100% convaincu? Je suis à 99,9% sûr. Ah. Vous laissez une petite... Je me laisse une porte de sortie, comme ça si on dit « Ah, il a été ridicule vendredi à 15h41 », non, j'ai dit 99,9. On dira quand même que... On dira quand même que j'étais ridicule, oui, ça vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Mais oui, l'orientation, le destin de George Russell semble plus que jamais se dessiner chez Mercedes l'an prochain. Et Bottas?
Et Valtteri Bottas semble plus que jamais. Alors on va parler d'Esteban Ocon maintenant, qui a connu quelques petits soucis dernièrement. Non, pour Valtteri Bottas, on ne sait pas encore quelle direction il prendra. Mais allez, petite pièce pour Williams tout de même pour lui. J'en reviens très sérieusement, même si ce que je disais avant était quand même sérieux. Valtteri Bottas chez Williams, oui, c'est une possibilité sérieuse. Le calage d'embrayage est la première enclenchée pour Esteban Ocon, qui l'a fait tout en avançant, vu que ça descend, sa procédure de départ. Esteban Ocon qui a connu ces dernières courses des problèmes qui ont été identifiés sur un des éléments de suspension avant, en l'occurrence l'amortisseur de la voiture du Français, qui ne fonctionnait pas dans certaines phases telles qu'il le devait. En tout cas, ce problème a été trouvé, repéré déjà, et réparé bien évidemment. Donc ça devrait rendre la tâche un peu plus simple en termes de compréhension du véhicule et de comportement du véhicule pour le Français. Et on va voir si ça le rapproche d'avance. Oui, exactement. Finalement, comme en début de saison ça fonctionnait bien pour lui, aucune raison que ça ne fonctionne pas bien maintenant. Un tour de plus couvert par Charles Leclerc, en l'occurrence son 18e tour couvert. On va en profiter pour vous retrouver dans côté paddock, Franck Montagny, avec des pneus. Vous nous avez trouvé ces pneumatiques et ces petites plaques d'équilibrage. Elles sont là, ces plaques d'équilibrage. Il y en a partout, sur toutes les voitures. C'est important parce que le pneu plus la jante ne sont pas toujours égales. Et puis ça va bouger un petit peu. Donc on va passer ces pneus sur une sorte de machine qui va avoir avec une fusée qui sera sur le côté. Cette machine va tourner. C'est un petit peu comme la même façon lorsque vous allez changer les pneus sur votre voiture de tous les jours. Ça marche exactement de la même façon. Sauf que là, c'est un mécanicien qui va faire. Et c'est ça, les barrettes de plomb. 5 grammes, 10 grammes. Il y en a plusieurs. On peut les découper au milieu. Vous voyez ici sur cette partie-là. Et puis vous pouvez les positionner sur cette jante. Et on va rajouter cette bande d'autocollant, vous voyez ici, un petit peu métallisée, autocollante, qui va vraiment coller cette bande sur le pneu. Parce que ça, si ça saute, si ça sort, si vous avez un impact par exemple et que cette barrette s'en va, ben la voiture elle va tout simplement rebondir. Ça va être absolument inconduisible. C'est dangereux et pour les suspensions, et également pour le pilote, parce qu'en termes de vision, la voiture est tellement rigide que vous ne voyez absolument plus rien. Eh oui, effectivement, on a le souvenir à travers ce que vous nous dites, Franck, notamment d'un Kimi Raikkonen, voyant sa suspension exploser au Nürburgring après un plat et une vibration. Alors, c'était pas un équilibrage de la roue, mais c'était les conséquences de vibration qui avaient amené à la rupture de la suspension. Merci, Franck, de nous avoir montré dans le détail ces pneumatiques et la manière dont ils sont traités et optimisés pour limiter ou faire disparaître la moindre vibration. Esteban Ocon sur un rythme long relais qui a réussi un joli 17-7 lors de son tour rapide tout à l'heure. Salut CCRS, salut OWAC. De rien. Par contre, pas de lien pirate dans le chat. De toute façon, vos liens seront censurés automatiquement par YouTube, donc comme ça au moins. C'est rapide. Un circuit qui convient bien à Daniel Ricciardo si l'on en croit ses stats ici, avec une victoire en 2014 au prix de dépassements qui ont marqué l'histoire de la Formule 1, qui ont fait de lui un late breaker, mais également présent à 2 autres reprises sur le podium. Petit point technique sur cette nouveauté, on vous en parlait en FP1, ce boomerang qui vient se positionner sur la partie supérieure du bargeboard. Et vous voyez la différence de forme entre cette nouvelle version amenée ici et celle précédemment utilisée au Grand Prix de Grande-Bretagne. D'inspiration Ferrari, semble-t-il, cette pièce supérieure des bargeboards, et qui a été étudiée en FP1 avec la peinture et la paraffine posée sur cet élément. Il y a des éléments partout, elles sont très complexes ces monoplaces. Ça va disparaître l'année prochaine, oui. Profitez-en bien, parce que cette zone sera largement simplifiée en 2022. Nombreuses ont été vos questions sur la maquette
révélée, présentée lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, la maquette de la voiture 2022. Est-ce que toutes les monoplaces ressembleront, seront identiques? Pas tout à fait identiques, mais globalement c'est l'esprit. Ne vous attendez pas à avoir des voitures diamétralement différentes de celles présentées à Silverstone, mais pour autant toutes les voitures ne ressembleront pas exactement à ce que vous avez pu voir sur cette maquette dessinée par les ingénieurs de la FIA. Mais encore une fois, le cahier technique, la réglementation technique 2022 est tellement restrictive qu'il est difficile pour les équipes de sortir réellement du lot et d'apporter une solution auquel personne n'aurait pu penser. Les lois de la physique et les chiffres rentrés dans les ordinateurs ne laissent que peu de marge pour dessiner une monoplace au look différent, donc elles ressembleront quand même globalement à cela, mais avec la touche de chaque écurie évidemment, et puis les couleurs qui rendront plus ou moins hommage et valeur à la monoplace. On comprend mieux aujourd'hui l'effet Grand Prix avec une qualification le vendredi après-midi. Ah, c'est pas le même rythme, hein. C'est pas le même rythme. Et Tsunoda, qui n'a pas encore pu rouler, est installé casqué dans sa monoplace avec l'espoir de pouvoir être envoyé en piste, même si il reste encore un petit peu de travail. Il semble qu'on approche du moment où on va réinstaller les éléments aéros. Et lui n'aurait pas eu le temps de se qualifier. Ah non, clairement. Il va lui rester une petite dizaine de minutes, le temps qu'il fixe tout sur la voiture. Je pense qu'on sera plus proche des 5 minutes de roulage que des 10. All the time I try to turn in, I'm losing the rear. I don't know what is this. I think you can come in for a front wing adjustment. Please let me know if you'd like a front wing adjustment. Yeah, I'm boxing. Not better than off. But it feels completely broken, so 1.5 degrees. Il y a quelque chose qu'il a cassé et... Ah oui, ça ne va pas. Il repasse au stand. Au moins 1,5 degré à Tipeee. Ouais, c'est beaucoup, donc je pense qu'il y a énorme un morceau d'aileron avant et donc il faut compenser. Alors cet aileron avant, on l'observe, il est très complexe, hein, avec beaucoup de vagues. Il semblait pourtant intègre, mais il s'est plaint de quelque chose. En tout cas, le comportement de sa monoplace pousse à un ajustement d'aileron avant assez drastique sur la voiture du Néerlandais. Assez mécontent, hein, depuis le début de cette deuxième séance d'essais libres. Max Verstappen, voiture très sous-vireuse tout à l'heure, mais là dans certains virages c'était le train arrière qui n'accrochait plus. Et il repart dans le sillage de son équipier Sergio Pérez. Je vous propose d'écouter Toto Wolff. On revient avec le patron de l'écurie Mercedes sur la situation tendue entre son équipe et celle de Max Verstappen, entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Est-ce que ce qui s'est passé à Silverstone a été de nature à pousser Hamilton à ne plus céder? On sait qu'à certains grands prix, hein, cette saison, notamment à Imola, au départ, Verstappen avait forcé, Lewis Hamilton a cédé. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Écoutez la question de Laurent Dupin et la réponse de Toto Wolff. Est-il correct de dire que Lewis avait cédé à Imola, avait cédé à Barcelone et que là il voulait plus céder, il voulait aussi montrer qu'il était toujours le patron dans ce côté psychologique? Non, je crois que la psychologie n'a absolument pas de place ici. C'était une bagarre dans le premier tour. Il était à côté de Max et maintenant il faut se demander comment est-ce qu'on va aller dans ce virage, et ça a terminé par un accident. Dernière chose, il faut aussi se demander comment ça va se passer pour la suite. Comment vous imaginez, vous, on n'est que à la moitié du championnat?
Ça va être intéressant, c'est ce que vous voulez. Dans les médias, il y avait des grands championnats avec des grands pilotes où ça s'est passé comme ça, et nous on va essayer de maintenir de la contenance, être respectueux du travail des autres. Voilà le point sur ce qui aurait pu s'apparenter à une volonté d'Hamilton de ne plus céder. Toto Wolff dit non. Je crois que ça a un rapport aussi avec la course du samedi. Il s'était rendu compte que de laisser partir Verstappen lui rendrait ensuite la tâche pratiquement impossible le restant de la course. Donc il avait décidé qu'il allait terminer ce tour premier. Et il a pris plus de risques qu'à son habitude et il a mal jugé la situation. Vous êtes d'accord avec cette position que, avec des si évidemment, on pourrait faire tellement de choses, mais si la situation n'avait pas mal tourné, si Hamilton avait fini son dépassement, Verstappen ne pouvait plus gagner la course. Dès le premier tour, on pouvait dire ça. Celui qui passait devant. Verstappen oui, Mercedes non. Mercedes surchauffait ses gommes. D'accord. La seule chance de gagner, fallait dépasser Verstappen. Voilà. Alors que Verstappen lui aurait pu récupérer. Il avait une meilleure usure et contrôle de température de gomme. On a vu Hamilton il y a quelques instants commettre une petite erreur au virage numéro 11. Là aussi, pas facile dans cette fin d'essai libre de tenir ses gommes. Bottas qui suit peut-être son futur coéquipier. Ouais, retour au bercail pour Bottas. Mais il aura eu sa chance pendant de longues années. Ah oui, sacrée chance. Et autant d'années dans facilement la meilleure voiture, ce n'est pas donné à beaucoup de pilotes. C'est un cas rarissime. Et il n'en a pas vraiment profité. À part quelques victoires et pole position. Quel apport Valtteri Bottas peut-il avoir s'il rejoint une écurie comme Williams? Ce sera un élément important du dispositif Williams. Qu'est-ce qu'il peut apporter, Jacques? De l'expérience, mais en même temps, il saura avoir été dans la meilleure monoplace. Il y aura la déception de ne plus y être, de ne pas avoir été à la hauteur. Et s'il n'était pas assez bon, qu'est-ce qu'il va apporter? Parce que ce sont les meilleurs qui apportent aux écuries. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si, à part dire à l'équipe, ah oui, ça allait beaucoup plus vite dans l'autre monoplace. Salut Philippe, ouais, ça va mieux pour Ocon, qui est devant Alonso. À moins qu'il pilote mieux avec moins de pression. Encore une fois, ce sont que des essais, donc comme cela il reste encore pour plusieurs pilotes qui étaient toujours plus performants dans des essais 3 et les qualifs. Libéré de la comparaison avec Lewis Hamilton, libéré de la nécessité du résultat. Les réponses viendront en leur temps en 2022. La saison qui devrait, avant de débuter, voir les monoplaces se rendre à Barcelone et à Bahreïn pour effectuer les tests d'avant-saison. Sur 2 semaines bien distinctes l'une de l'autre, puisqu'il y aurait un écart assez conséquent entre les 2 semaines de roulage. Alors, que fait-on ici? C'est du lait, de l'eau, de l'eau. On donne de l'eau à qui? Alors là... On remplit la bouteille, vraiment la gourde du pilote est dans l'aileron avant, bien sûr, c'est bien connu. Incroyable, hein. Quel liquide peuvent-ils faire passer dans le nez de la voiture? Il faut pas mettre la bouteille d'eau remplie d'autre chose dans le frigo. À moins qu'ils aient les petits mètres des... Non, il faudrait noter sur la bouteille ce qu'il y a dedans. Quelqu'un, sans regarder, oui, une bonne bouteille d'eau et là du liquide de frein. Ouais. Bah non, les mètres cylindres de frein ils sont pas dans le nez. Ils sont pas dans le nez. Non, quel liquide? Là c'est bon. Parce que l'aileron leur servait juste de table haute. Oui, voilà, il était là dans la je pense. Pérez qui continue de rouler dans la minute 22, c'est remonté à minute oui, c'est sûr. Pour Ocon. Donc
le seul qui est rapide maintenant, c'est Pérez sur une simulation de Grand Prix. Bon, en même temps, on ne sait jamais, on ne connaît pas les niveaux d'essence. Et les tendances. Oui, Bottas une demi-seconde derrière par tour, et Raikkonen dans les chronos de Bottas maintenant en long relais, donc peut-être qu'il s'est bien économisé ce matin en ne roulant pas. 2 minutes 30 et Tsunoda n'a pas encore pris la piste. Le pari des mécaniciens va-t-il fonctionner ne serait-ce que pour un tour d'installation? Et on est en train de le voir sortir, me semble-t-il, Yuki Tsunoda. À moins que ce soit Gasly. Oui, il sort. C'est Tsunoda qui sort de la voie des stands. Gasly était déjà en piste. Tsunoda qui va boucler un tour chrono, littéralement. Bravo aux mécaniciens. Je buguais fin 2021, terrible. Du moment où la voiture a été récupérée en fin de dernière séance, enfin en fin de première séance d'essai libre, la pause plus quasiment toute la deuxième séance, il y avait vraiment des dégâts sur cette voiture. Peut-être aussi sur le fond plat, qui n'était pas visible. Ouais, alors dans ces cas-là, on en apporte un nouveau, on change, on le pose et ça prend pas trop de temps. Mais là, au niveau compartiment moteur, boîte, transmission et peut-être d'autres éléments. En tout cas, une 30 à couvrir. Mazepin a littéralement 2 secondes de Mick Schumacher. Tout va bien. Déjà pour vous donner très lent quand même là. Du samedi sur les antennes de Canal+, alors que Yuki Tsunoda s'écarte. 10h30 demain matin, la première course de F3 du week-end à vivre en compagnie d'Antoine Arlot et de Pierre Combeau. Et puis on se retrouvera dès 11h50 pour la 3e et dernière séance d'essai libre. Ce sera sur Canal+, suivi de la séance de qualification également sur Canal+, et sur MyCanal. La séance de qualification F1 dès 14h45, suivi à 16h15 des W Series. Vous retrouverez Guenaël Longy et Pierre Combeau également. Ah ouais, sacré bug hein, quand même. Porsche Super Cup. N'importe quoi ce jeu. Dès 14h sur Canal, la grille, le Grand Prix et Formula One. Ouais, ça sera sûrement corrigé dans une prochaine mise à jour, hein, du coup. Alors, ne pas la ressortir. Tu dois pas être le seul à voir ça. Sur les 2 tours, le DRS vérifié, activé, ça fonctionne. Là, c'est la checklist. Hein. C'est le pilote d'A380 qui fait sa checklist d'avant décollage. Tous les systèmes ont évidemment des capteurs qui permettent de vérifier que tout fonctionne, que tout est sous pression, à la bonne température. Et il aura le droit à un tour complet. Yuki Tsunoda. On efface le mauvais souvenir. Ouais, franchement, Tsunoda, il est un peu décevant. Hein, je voudrais pas dire, mais beaucoup de crash. Des perfs corrects, mais trop de crash en fait. Trop inconstant. Il sera sorti à temps. Oui, il sera sorti agressif même. Hein. Là, il vient de louper toute une séance d'essai de préparation pour la course. Donc, ça pue pour lui, quoi. Et il prend ses meilleurs secteurs. Ben oui, forcément. Ça ne peut être que ses meilleurs secteurs. Alors, c'est assez loin. Surtout qu'il y a une voiture devant lui, Latifi. Ouais, d'accord, Tom, mais bon, il y a d'autres qui ont fait une première saison, ils ont pas eu autant de crash. Après, voilà. Moi, j'aime pas spécialement Tsunoda, pour être honnête. Je le déteste pas non plus, mais il m'indiffère un peu comme pilote. Le pas dernier, c'est bien. Mais même Mazepin se crache moins que lui, alors que Mazepin a une voiture plus difficile à conduire que l'AlphaTauri, je suis désolé de le dire. Hein, donc, Ah, bah Jess, évidemment, et Verstappen. Pour l'instant, 3ème. Et drapeau à damier sur et c'est terminé. Toutes les monoplaces. On attend le passage de la ligne maintenant pour Ocon et Ricciardo. C'est fait pour Ocon et c'est fait pour Daniel Ricciardo. Tous les pilotes en ont donc terminé de cette deuxième séance d'essai libre dominée par les Mercedes de Valtteri Bottas et de Lewis. Alors Mazepin, il risque pas de se barrer de la F1. Hein. Son père a quand même aligne des millions chez As. N'exagère pas Tom, honnêtement, il se crache plus Mazepin maintenant. Ennuyé
avec l'équilibre. Oh, le rageux, le rageux de Sainz, néerlandais. Alors, Raikkonen, par contre, oui, à mon avis, fin de carrière. Latifi, Giovinazzi n'ont rien à faire en F1. Latifi, je suis d'accord. Giovinazzi, bon, il est pas si nul, mais il est pas ouf, quoi. On parlait de pilote d'avion, et bien 747, c'est ce qui sépare Esteban Ocon du meilleur temps de Valtteri Bottas. Sergio Perez à 8 dixièmes du meilleur temps. Là aussi, c'est encore un petit peu loin. Mazepin, il est là pour un moment. Tant que papa alignera les bifetons derrière, on l'aura sur la grille, c'est sûr. Bon bah n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et on se retrouvera donc demain à midi pour les essais 3 de la course d'Hongrie. Donc qualif à 15h, et le Grand Prix le dimanche à 15h également. Mazepin justement. Ouais, Mazepin qui n'est pas confortable avec ses chaussures et qui a les pieds qui brûlent. Oui, donc il y a de la chaleur qui passe dans le cockpit et les chaussures qui sont très fines, les chaussures de pilote de Formule 1, et bien ça brûle. Et dit si ça devait être comme ça dimanche, ce serait. Mazepin à 2 secondes de Mick Schumacher, c'est dur. Ce problème de température. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain vers midi pour les essais 3. Bonne journée à vous et bye bye.